Très bien, alors je vous propose de commencer, dès maintenant. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présents encore une fois pour ce webinaire sur le déploiement d'un projet DUI. Alors je me présente, rapidement. Alors je suis, Gwenaëlle Renou, chargée de communication au collectif SI Hauts-de-France. Alors Ghislain, tu veux peut-être te présenter toi aussi? Justin Gauthier, en charge de l'animation du collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté. Tu peux passer la slide. Pardon. Hop. Alors, très brièvement, le collectif SI, Hauts-de-France, donc qui est une association créée en 2021, mais c'est depuis 2017 que, cette fédération travaille ensemble autour des, enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques en santé. Donc nous avons pour mission d'accompagner la transformation numérique des ESMS, sur l'ensemble des Hauts-de-France, et plus particulièrement, l'aide à la réponse à l'appel à projet ESMS numérique. Donc en plus de cela, nous avons un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle, d'émergence de projet avec, l'aide à la définition de projet, l'aide à la constitution de grappe, l'analyse d'autodiagnostic et un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et la mise à disposition, d'outils. Alors ce webinaire donc fait partie d'un cycle. Donc le cycle déploiement d'un DUI conforme aux exigences pardon, du numérique en santé. Alors c'est le deuxième, donc nous avons fait le premier er la semaine dernière, donc vous pourrez retrouver le replay, sur notre site. Et je passe, voilà, la parole, à Ghislain, voilà, pour vous présenter le cœur du sujet. Eh bien, merci Gwenaëlle. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir d'animer ce webinaire, donc en tant que collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté, d'animer ce webinaire pour le collectif SI médico-social des Hauts-de-France. Donc, comment préparer le déploiement d'un projet DUI, les prérequis organisationnels et techniques. N'hésitez pas à lever la main, à activer vos caméras, c'est toujours plus sympa, et à poser des questions puisque c'est un échange, c'est pas uniquement une information descendante. Donc on va voir ce webinaire va s'orienter en deux étapes. Une première sur la partie organisationnelle, comment préparer le déploiement ou la mise en conformité du DUI, et une seconde phase qui seront sur les points techniques à valider avant l'arrivée du dossier usager informatisé. Donc, vous êtes logiquement dans une situation où vous avez candidaté au programme SMS numérique, ou alors vous avez un projet de déploiement de DUI. Vous avez déjà fait le choix de votre logiciel, et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de préparer le déploiement dans cette phase-là. Le premier élément, pardon, est que le déploiement est une phase structurante pour obtenir un usage et une appropriation de l'outil. Il existe différentes stratégies de déploiement. Qu'on soit dans un déploiement en mode Big Bang, on fait tous les établissements d'un coup, un déploiement progressif, site pilote, puis d'autres sites qui peuvent être par lot, du style on va déployer tous les établissements médicalisés, puis tous les établissements non médicalisés, en fonction d'un secteur géographique, en fonction d'une direction commune. Mais dans tous les cas, quelle que soit la stratégie de retenue, il est important de constituer correctement son équipe projet. Dans cette équipe projet, il y a forcément un chef de projet et il y a des référents métiers. C'est ce qu'on appelle une direction de projet bicéphale. Dans tous les cas, ça ne peut pas être le RSI qui peut être chef de projet. Le RSI, si le RSI fait le pilotage et mène le projet tout seul, ça va faire un joli projet d'informaticien pour informaticien non adapté au métier. La direction est souvent saturée et la direction doit s'appuyer sur des référents métiers. Il y a toujours dans chaque établissement une personne qui tient le lead sur l'organisation vis-à-vis du DUI. Ce qui veut dire que la direction et le RSI intègrent le projet, mais en tant que support et pas en tant que pilote. Voilà. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à lever la main. Pour préparer le déploiement du DUI, on commence forcément par une analyse d'impact. L'idée, c'est de mesurer, d'identifier et de modéliser les processus métiers impactés par le déploiement. J'arrive avec un nouveau DUI, je passe du mode papier au mode numérique. Qu'est-ce que ça va impacter pour mes professionnels? Quels seront les impacts? Et ça va permettre d'identifier toutes les populations impactées,
de décrire les changements d'organisation. C'est pas parce que jusqu'à présent en mode papier, c'était telle personne qui faisait telle opération que demain en mode numérique, ce sera la même personne. Évaluer le niveau de connaissance, très important. Cette évaluation du niveau de connaissance au numérique permet d'anticiper l'accompagnement nécessaire pour que chaque professionnel adhère au logiciel et définir les objectifs essentiels dans chaque catégorie de population. Telle population de professionnels, elle doit faire quoi dans le DUI? Et vous voyez, toutes ces étapes-là, en fait, toutes ces phases-là, en fait, c'est pas l'éditeur qui va le faire. C'est bien l'établissement, l'organisme gestionnaire qui connaît ses équipes. Ensuite, on va pouvoir définir une matrice d'habilitation. Elle permet d'identifier les profils utilisateurs à créer et les habilitations. Une fois qu'on a dessiné que tel professionnel ferait tel job dans le DUI, on va pouvoir définir la matrice d'habilitation. Il faut être vigilant à ne pas créer autant de profils que de professionnels. On va essayer de se limiter parce que ça va limiter, je dirais, la charge d'administration, la charge de gestion de la matrice d'habilitation. Donc, le nombre de profils doit être restreint pour limiter les spécificités par ESMS et ainsi permettre une harmonisation pour l'ensemble des ESMS. On va retrouver des profils super administrateurs, des profils administratifs et pourquoi pas et forcément des profils métiers qui peuvent être découpés en fonction du type de métier, de manière à ce que un profil médical puisse accéder aux données médicales, mais un profil accompagnement ne puisse pas forcément accéder aux données médicales. D'ailleurs, il y a toute une matrice d'habilitation. On a parlé des impacts, on a parlé de la matrice d'habilitation. Ensuite, on passe sur le paramétrage du DUI. Donc, l'éditeur, quand il arrive avec son logiciel, il y a différentes possibilités de paramétrage. Et donc, forcément, vous allez organiser, donc le chef de projet va organiser avec l'éditeur et les référents métiers des ateliers de paramétrage pour définir quelle fonctionnalité doit être vue par qui, comment on paramètre telle ou telle fonctionnalité. L'idée, et l'intérêt, vous avez tout intérêt à limiter les spécifiques. Essayez d'entrer tous les établissements, autant que faire se peut, dans un paramétrage commun. Chaque spécifique sera forcément une verrue pour le maintien, je dirais, dans la durée de votre logiciel. Un logiciel, on ne l'achète pas pour 1 an, on ne l'achète pas pour 2 ans, on ne l'achète pas pour 5 ans, bien souvent on l'achète pour beaucoup plus d'années. Donc il faut être vigilant à ne pas construire une usine à gaz dès le début qui va être compliquée à maintenir. Je poursuis. Ensuite arrive la phase de recettage et de test. Donc dans cette phase-là, on va s'assurer que l'éditeur a livré le produit qu'on attendait, que le paramétrage correspond au cahier des charges et aussi que le paramétrage correspond à ce qu'on avait imaginé. C'est évident, lorsqu'on se projette, on imagine 90%, 95% du paramétrage, mais forcément, on passe à côté de telle ou telle chose. Et donc, c'est important de resetter ce paramétrage pour vérifier qu'il est bien en cohérence avec vos besoins fonctionnels au sein des établissements. Il y a 4 étapes importantes qui vous seront demandées par l'ARS parce que ce sont des étapes de suivi de projet. La MOM, qui est la vérification de l'installation des composants matériels et logiciels, à partir du moment où vous avez signé une MOM, vous ne pouvez plus candidater sur un projet ESMS numérique en mode acquisition. C'est de la mise en conformité. La VPA, on entend moins parler, je dirais, c'est la vérification du paramétrage applicatif. C'est là où on vérifie que concrètement, notre cahier des charges, le paramétrage fait par l'éditeur correspond à notre cahier des charges. Et c'est là qu'on éventuellement peut apporter quelques ajustements pour dire effectivement ce qu'on avait imaginé, ce n'est pas forcément ce qu'on a là. La vérification d'aptitude, très importante, c'est la vérification du bon fonctionnement des différentes briques fonctionnelles. On n'a pas commencé le déploiement, on est juste avant la phase de déploiement, mais cette vérification d'aptitude, elle est nécessaire autant pour vous que pour l'éditeur et que pour l'ARS. Cette vérification d'aptitude permet à vous de dire, voilà, on fige ce paramétrage-là, on fige cette configuration de logiciel et on passe dans l'étape de déploiement. Cette vérification d'aptitude permet à l'éditeur d'engager une séance de facturation et cette vérification d'aptitude permet à l'ARS de noter comme quoi le projet
passe en phase de déploiement. Ensuite, il y a la vérification de services réguliers, la VSR, qui correspond à la mise en production. Une fois qu'on a passé l'établissement en production, on signe la VSR. Ces 4 termes un peu barbares viennent du code des marchés publics en fait, hein, mais on doit s'y faire quand on est une association à but non lucratif et globalement, on retrouve un peu nos mêmes processus. Ensuite, une fois qu'on a préparé le logiciel, avant d'engager le déploiement, on va élaborer un plan de formation adapté aux besoins. Vous savez, au début, je vous ai parlé de l'analyse d'impact. On a eu le niveau des professionnels et l'attente des professionnels. On a défini le logiciel et maintenant, on va dessiner l'accompagnement nécessaire pour que les professionnels adhèrent au logiciel. Ça peut s'appuyer sur de l'accompagnement individuel, sur des formations, sur un tas d'actions. La communication, très importante. Il faut en permanence communiquer auprès des professionnels pour favoriser l'adhésion du logiciel par les professionnels. Si vous consultez des professionnels en début de projet et que vous ne dites rien pendant 6 mois, 12 mois, 10 mois ou 12 mois sur l'avancée du projet, le professionnel aura l'impression d'être oublié et après ça, il aura l'impression de subir le logiciel. Donc, très important de garder une communication tout au long du projet. Organiser l'assistance utilisateur. Vous voyez, on n'a pas encore parlé de déploiement, mais il faut qu'on construise cette cellule de soutien aux professionnels. Si on est sur un projet d'acquisition, il y a une vraie cellule de soutien à organiser pour que les professionnels, dès qu'ils aient un problème, un souci, dès qu'ils auront un problème, un souci d'angoisse, qu'ils sachent vers qui se retourner. Si on est sur un projet de mise en conformité, forcément, le projet est beaucoup plus light et la cellule de soutien elle sera plus light aussi. L'assistance utilisateur, ça fait partie de la conduite du changement et il faut absolument l'organiser sérieusement avant d'envisager le déploiement. Ces 3 étapes permettent de définir les ressources nécessaires pour le déploiement. Vous voyez, d'un côté, il y a la formation, de l'autre côté, il y a l'accompagnement. Et donc là, on va pouvoir commencer à définir un scénario de déploiement, un plan de déploiement. Donc le plan de déploiement type doit être défini avec les actions à mettre en place dans le cadre d'un projet sur chacun des ECMS concernés. On définit le périmètre, donc voilà, quelle sera l'unité de déploiement. Je fais un site pilote, par exemple, mais après ça, une fois que j'ai fait mon site pilote, comment je déploie en masse mon logiciel? Est-ce que j'y vais site par site? Est-ce que j'y vais par, comme je disais tout à l'heure, par typologie d'établissement? Je fais tous mes établissements médicalisés, je fais tous mes établissements non médicalisés, ou est-ce que je fais en fonction de l'accompagnement des usagers? Par exemple, je travaille dans un organisme gestionnaire du handicap, je vais peut-être faire le SAVS, le foyer, les AT en même temps, de manière à ce que le suivi de l'accompagnement bascule one shot dans le logiciel. Pour chaque unité de déploiement, donc c'est important de réfléchir à ces unités de déploiement. Pour chaque unité de déploiement, il y aura forcément une réunion de lancement, une organisation des formations, un suivi des usages, une évaluation. Je vous invite à évaluer. Alors, vous savez, dans le programme SMS numérique, il y a 5 indicateurs d'usage, dont 3 sur le DUI. Alors, c'est très bien, ce sont des indicateurs officiels à retourner à l'ARS. Mais je vous incite fortement à utiliser plus d'indicateurs sur l'usage du dossier usager informatisé, l'usage du logiciel. Pourquoi? Parce qu'en général, si des professionnels n'utilisent pas ou peu un module fonctionnel, ça va avoir un impact sur les autres modules fonctionnels du logiciel. Si un professionnel n'utilise, si un ou des professionnels n'utilisent pas ou peu un module fonctionnel, c'est soit que on a mal formé, soit qu'on a mal paramétré, soit qu'on a mal communiqué. C'est rarement la faute des professionnels. C'est que le projet il était mal mené. Donc, on se sert d'un site pilote pour mesurer et ensuite, on va ajuster les formations, on va ajuster l'accompagnement pour être certain que l'intégralité du périmètre soit correctement utilisée. Et ensuite, forcément, une étape de clôture du déploiement très, très importante pour mesurer le retour d'expérience et ajuster les prochains déploiements en s'adaptant aux réels besoins des établissements.
Bien souvent, cette étape de clôture des déploiements est souvent oubliée, hein, alors que c'est une reconnaissance, du temps passé par les professionnels. Il faut pas passer à côté et elle a une valeur ajoutée énorme. Ensuite, une fois qu'on a défini ce scénario de déploiement, ce plan de déploiement, on va pouvoir identifier les pilotes. Identifier des pilotes en fonction de la représentativité organisationnelle et fonctionnelle, la motivation et la disponibilité des acteurs. On le sait, dans le médico-social ou le social, on a souvent des établissements qui sont en situation de crise, soit par absence de professionnels, soit par départ d'un directeur, soit par situation compliquée par rapport à une évaluation HAS, par exemple. Et dans ces cas-là, il faut qu'on ait la souplesse, l'agilité, projet agile, qu'on ait l'agilité pour inverser, modifier ce plan de déploiement. Voilà. Ensuite, on va préparer la généralisation. Donc, la décision de lancer la phase de généralisation doit s'effectuer après l'analyse du bilan et du retour d'expérience de la phase pilote. Il faut absolument utiliser les retours d'expérience des sites pilotes avant d'engager la phase de généralisation. Si on mesure, je reprends mon exemple, hein, si on mesure que des outils, des modules fonctionnels du DUI sont mal utilisés, si on a un taux, par exemple, si on a un taux de qualification l'INS qui est très faible, c'est pas forcément la faute du logiciel. C'est peut-être qu'on a mal prévu le processus pour aller chercher les pièces de confiance. Donc, ce problème de processus, on doit le corriger avant, sinon on aura toujours ce taux d'échec INS sur les prochains déploiements. Avez-vous des questions? Non? Et les autres participants? N'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire dans le chat, hein. Ouais, faut pas hésiter, hein, parce que sinon je parle pendant 3 quarts d'heure et voilà. Vous avez 2 documentations, importantes qui s'appellent «Déployer un dossier d'usager», la méthode pour le chef de projet, la checklist du chef de projet, qui sont disponibles sur, le site de l'ANAP, l'Agence nationale d'aide à la performance. Il y a également, d'autres indicateurs que le collectif SI médico-social des Hauts-de-France pourrait vous communiquer sur quels sont les bons indicateurs à suivre pour mesurer la bonne utilisation des modules fonctionnels d'un DUI. Ces autres indicateurs, il n'y a aucune obligation à le faire, mais c'est vraiment pour suivre la qualité du projet, en fait, hein. S'il n'y a pas de questions, je passe à la deuxième étape qui concerne les points techniques à valider en amont du projet. Alors pourquoi j'insiste sur ces points techniques? Parce que beaucoup d'organismes gestionnaires, directeurs, considèrent que le fait d'avoir signé un bon de commande en bas à droite de l'éditeur, c'est fait et ça s'arrête là. C'est faux, il faut absolument que votre système d'information puisse supporter, accueillir ce nouveau logiciel. Donc pour ce faire, en fait, on va mesurer la chaîne de liaison qui part de l'utilisateur jusqu'au DUI, référencé Ségur. Dans cette chaîne de liaison, on a l'utilisateur et la gestion des accès. On a le parc bureautique. Est-ce que vos PC sont assez sécurisés? Est-ce qu'ils sont pas trop vétustes? Est-ce qu'ils répondent aux prérequis techniques de l'éditeur? On a la partie réseau interne, notamment, par exemple, quand on veut déployer des tablettes, est-ce que le Wi-Fi est là? Est-ce que le réseau interne est performant? On peut avoir une partie architecture serveur, on a la partie sécurité, cyberdéfense, et on a surtout l'accès Internet. Est-ce que les débits seront suffisants? Puisque bien souvent, on part avec un DUI qui est hébergé chez l'éditeur, donc on va augmenter la consommation de débit réseau. Donc il faut qu'on s'assure que le débit réseau dans chaque établissement soit suffisant. Pourquoi je parle de ces prérequis? Parce que dans la conduite du changement, un professionnel, dès qu'il trouve une excuse pour refuser le changement, il va s'en emparer. Si à la première connexion, le temps de connexion est trop long, le compte ou le mot de passe ne fonctionne pas, ça va être dur de rattraper le professionnel pour qu'il adhère au logiciel. Il va vous répondre, votre truc, ça marche pas. Puis de toute façon, je suis pas, moi, j'accompagne des personnes, je suis pas dans l'informatique. Il va trouver toutes les bonnes excuses. Donc, il faut vraiment que ça marche aux petits oignons. Et donc, on va prendre chaque partie. L'identification d'utilisateur et la gestion des accès. C'est le moment d'arrêter avec les comptes génériques. Un utilisateur, il doit avoir un compte, un utilisateur, une personne physique,
ça correspond à un compte, un mot de passe. Seul le propriétaire de ce compte, en fait, le professionnel, doit connaître le mot de passe. Et on en termine avec les comptes génériques. Ça, c'est valable aussi bien pour le DUI, mais pour tout l'accès au système d'information. C'est l'occasion pour chacun de mettre en place des processus de création, modification et suppression des comptes. C'est l'occasion pour chacun de mettre en place la politique de complexité des mots de passe. Ça fait partie de la cybersécurité. Et notamment, ces processus de création, modification, suppression de comptes vous permettront de saisir les professionnels dans le répertoire partagé des professionnels de santé. Le compte unique est d'ailleurs une obligation légale RGPD. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'insiste sur ce volet-là, parce qu'il y a encore beaucoup d'organismes gestionnaires, et moi je le vois dans ma région, hein, je ne sais pas si dans les Hauts-de-France c'est différent, je le vois dans ma région, il y a encore beaucoup d'établissements qui sont avec des comptes génériques, principalement des mono-établissements, hein, c'est pas péjoratif, qui sont avec des comptes génériques, et en plus, la démarche de mise en conformité RGPD n'a pas encore été engagée. Voilà. Lorsqu'on crée des processus pour la gestion de ces comptes, en fait, on va également créer des processus d'audit des droits. Dixit RGPD aussi. Donc, tous les 6 mois, on va faire du picking pour s'assurer que les processus ont bien été exécutés. On va faire une revue des comptes, aussi bien sur l'annuaire central, ce qu'on appelle l'annuaire Active Directory, que dans le DUI. Le deuxième volet, c'est le parc bureautique. Avec, il faut avoir un plan de renouvellement. Alors là, je devais faire une modification de slide, j'ai oublié de la faire. En fait, il y a un petit graphique assez sympa qui vous montre le coût de possession d'un PC et on s'aperçoit qu'au-delà de 5 ans, si on prend en compte le temps utilisateur perdu par l'utilisateur, le temps perdu par l'utilisateur lié à la lenteur du PC, lié à un problème de version, de compatibilité de version des logiciels qui sont sur un ancien PC, lié aux besoins de dépannage beaucoup plus fréquents, le coût de possession d'un PC de plus de 5 ans est nettement supérieur qu'au coût de possession d'un PC neuf. Donc, dans le social et le médico-social, on n'a pas les moyens financiers d'avoir des vieux PC. Assurez-vous également de la bonne couverture du parc bureautique, parce que quand on passe d'un mode papier à un mode numérique, il ne faut pas que le professionnel, il ne faut pas qu'il soit 10, pas qu'il y ait 10 professionnels derrière un PC, sinon ils vont attendre et forcément ils ne vont pas noter dans le DUI. Donc il faut s'assurer de la bonne couverture du parc bureautique et de la bonne compatibilité entre le parc bureautique et le DUI. Le réseau interne, c'est la base d'un bon fonctionnement d'un système d'information, donc ce n'est pas lié au DUI du tout, mais un câblage défectueux peut générer des latences sur le réseau et rendre beaucoup plus compliqué l'utilisation d'un dossier usager informatisé. Assurez-vous en amont que le réseau est correct et fiable. Faites appel à votre prestataire informatique ou à votre informaticien si vous en avez dans vos établissements pour que ce réseau soit fiable et stable. Que vous ayez pu déterminer les points de contention qui sont sur le réseau. La partie serveur, sauvegarde et plans de reprise d'activité sont généralement pas abordés parce que la majeure partie des établissements partent sur des versions en mode SaaS. Mode SaaS, ça veut dire Software as a Services, c'est-à-dire que les DUI sont hébergés sont hébergés chez l'éditeur dans un environnement hébergeur de données de santé, donc un environnement sécurisé. Donc, beaucoup d'organismes gestionnaires me disent oui, mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher d'être en mode SaaS, je préfère l'installer sur mon serveur. Il faut comparer ce qui est comparable. Et là, volontairement, je vous ai mis 2 formules mathématiques. D'un côté, on a le mode SAS, de l'autre côté, on a une formule mathématique. Si vous n'arrivez pas à la lire, c'est très bien, c'est que vous deviez prendre le mode SAS. C'est fait exprès. C'est une formule d'informaticien. En fait, d'un côté, on compare le mode SAS où on a un contrat, voilà. Et de l'autre côté, si on veut faire une comparaison juste, il faut prendre en compte le coût du serveur de production avec sa salle informatique, avec le serveur physique, avec les droits, les licences,
avec la sécurité, avec le dossier d'usage informatisé, avec les hommes pour gérer tout ça et avec la maintenance. Mais là-dessus, on est obligé de rajouter le secours parce que dans un mode SaaS, il y a du secours. Le secours, il faut également la salle informatique, ça ne peut pas être la même. Il faut également un serveur ou plusieurs serveurs. Il faut également des licences. Il faut également de la sécurité. Il faut également des jours hommes. Et il faut également de la maintenance. Mais là-dessus, on rajoute du réseau fois 2 puisqu'il y a 2 salles informatiques. Et là-dessus, on rajoute des sauvegardes. Des sauvegardes, donc il faut l'outil de sauvegarde puisqu'on ne sauvegarde pas sur le même serveur. Il faut également la salle pour l'héberger, il faut des licences, il faut l'administration, il faut également la maintenance et il faut s'assurer que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et il faut le tester. Donc tout ça, ce sont des jours hommes. Il faut comparer les 2 formules mathématiques. Dans tous les cas, quand même, ce que je conseille, c'est donc de partir en mode SaaS, dans un environnement sécurisé, protégé, tout en vérifiant sérieusement les conditions contractuelles. L'éditeur doit s'engager, et j'ai bien dit doit, s'engager sur un taux de disponibilité, doit s'engager sur un RTO, qui veut dire Recovery Time Objective, quel est le temps de redémarrage en cas de crash. Il doit s'engager sur un RPO, Recovery Point Objective, quelle est la perte de données acceptable, pour être en cohérence avec vos besoins. Et ces indicateurs-là vous permettront d'établir votre plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que si l'éditeur s'engage à redémarrer, quel que soit le crash, en 4 heures, ok, très bien, 4 heures, c'est correct, c'est très bien. Mais comment vous faites-vous dans vos établissements pour tenir ces 4 heures? Et ça, c'est un volet organisationnel interne établissement qui n'a rien à voir avec l'informatique. Vérifier la fréquence et la rétention des sauvegardes. Attention, il y a beaucoup d'éditeurs qui font des sauvegardes à 7 jours. Ce n'est pas suffisant, notamment quand on est dans des secteurs enfance avec les vacances scolaires. Voilà. Et vérifiez bien qu'il y a une clause de réversibilité dans les contrats. C'est-à-dire, si demain, avec l'éditeur, tant que ça se passe bien, bah, tant mieux. Mais si dans 10 ans, vous voulez changer, l'éditeur est tenu de vous mettre à disposition vos données, puisque vous avez la propriété de vos données, dans un format exploitable. Et ça, il faut que ce soit clairement écrit dans le contrat avec l'éditeur. Nous avons un petit volet, alors plus les consommations électriques de toutes les machines et les coûts cachés liés aux interruptions de service. Tout à fait, ça fait lien à cette formule-là. Vous voyez, ma formule n'est même pas complète. Et pourtant, elle est déjà compliquée. Voilà. Mais la stratégie, c'était vraiment de vous dire, d'un côté, on a un contrat, de l'autre côté, on a une complexité. Et on ne peut pas comparer uniquement le hard, la partie PC serveur de production uniquement avec ce contrat-là. Il y a beaucoup de choses à côté. Voilà. Avez-vous des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je poursuis. Sécurité et cyberdéfense. L'intégration des données de santé dans un système d'information implique un haut niveau de sécurité avec des briques techniques et fonctionnelles obligatoires et à jour. Vous devez obligatoirement avoir un système de sécurité qu'on appelle pare-feu ou firewall, avec un contrat de maintenance associé pour que ce firewall se mette à jour de manière récurrente. Quand je dis de manière récurrente, c'est plusieurs fois par jour. Voilà. Je vous invite à vous auto-évaluer sur votre niveau de cybersécurité en utilisant le guide cyber en 13 questions qui est publié sur le site de l'ANS, l'Agence numérique en santé. Ce guide cyber vous pose 13 questions en français. Ce ne sont pas des questions d'informaticiens, avec des réponses non informaticiens non plus, mais ça vous permet de vous évaluer. Et ça vous permet de comprendre que finalement, votre prestataire, qui est certes très bien, qui est certes répond à toutes vos demandes, n'était pas forcément en cohérence avec vos besoins. Il n'a peut-être pas compris qu'une association médico-sociale, ça ne se gère pas comme une association d'un club de foot. Voilà. Vous avez des données de santé, donc vous avez le devoir d'avoir un niveau de sécurité suffisant. Voilà. Je poursuis. L'accès Internet, très très important. Si vous êtes encore sur des liaisons ADSL, SDSL ou quoi que ce soit, regardez ce qu'il est possible de faire pour passer à la fibre optique. Faites-le bien en amont de l'arrivée du logiciel. Je me répète, un utilisateur qui se connecte le jour du déploiement, qui se connecte s'il a des temps de réponse trop longs, c'est mort pour le projet. Il va falloir ramer pour pouvoir rattraper l'utilisateur dans l'adhésion au DUI. N'hésitez pas à consulter le site de l'ARCOM parce qu'en fait, l'opérateur, il peut très bien vous dire votre site n'est pas éligible à la fibre optique. Vous allez sur le site de l'ARCOM et vous verrez si votre site,
votre adresse géographique, quand est-ce qu'elle sera déployée en fibre optique. Et vous pouvez consulter l'opérateur mandaté par l'Arcom pour que vous soyez passé en priorité sur le déploiement de la fibre optique. Alors, ce n'est pas possible dans tous les territoires, il y a toujours des zones blanches, hein, mais à plusieurs reprises, on a pu faire activer pour que la fibre arrive avant l'arrivée du DUI. L'autodiagnostic ANAP sur la maturité DSI, donc c'est pareil, je vous invite à le faire. Il y a 2 autodiag, un autodiag pour les informaticiens qui parlent plein de termes techniques, un autre autodiag pour les directeurs sans termes d'informaticiens, et ça vous permet d'avoir un taux de maturité. Normalement, si vous avez candidaté au programme SMS numérique, vous avez déjà fait l'un de ces 2 autodiags. Dans tous les cas, ces autodiags sont disponibles sur le site de l'ANAP, l'Agence numérique d'aide à la performance. Il y a un onglet autodiag et vous cochez la thématique numérique. Et pour aller plus loin, vous avez leurs différentes ressources avec le dossier usage informatisé, j'en ai parlé tout à l'heure, le guide ANS et l'autodiag de maturité SI. Avez-vous des questions? C'est le moment, je suis allé très vite, tenir dans le timing. C'est très important. Est-ce que pour les participants qui n'ont pas mis leur caméra, est-ce que vous êtes dans un projet ESMS numérique à court terme? Est-ce que vous avez balayé tous les prérequis ou pas? Notamment les prérequis techniques. Est-ce que vous avez l'organisation avec un chef de projet AMOA? Pas de réponse. Donc pas de questions possibles? Si. La présentation est très claire, merci. Bah, c'est sympa. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors madame Dragu, elle est dans un service qualité et du coup, elle venait plutôt par curiosité. Voilà. Et donc, Madame Dragu, vous qui travaillez à la qualité, ce qui est important, c'est je vous invite vraiment à prendre les indicateurs qualité de suivi d'usage d'un dossier usagé informatisé. Très important. Gwenaëlle, je te passe. Alors, je vois que Madame Dragu est en train d'écrire. Oui. Je te passe, je te redonne la parole. Parfait. Donc vous retrouverez également sur cette page ressources, un QR code renvoyant directement vers notre, site internet, ainsi qu'un lien vers notre page, LinkedIn. Voilà, vous pourrez retrouver sur notre site, voilà, un certain nombre de ressources pour vous aider, dans votre projet. Donc comme je vous l'ai indiqué en début de session, donc il s'agit de notre deuxième webinaire de ce cycle, donc il va être très prochainement disponible en replay. Je vous enverrai le support ainsi que le lien du replay par, mail. Alors oui, là, je m'aperçois qu'il y a un petit couac dans le support, mais voilà, notre prochain webinaire aura lieu, jeudi prochain, donc le 28, avec la présentation de la plateforme, SensiWave par, INEA Santé Numérique. Donc voilà. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Et donc si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, donc surtout n'hésitez pas à nous, contacter. Donc vous avez, donc mon adresse mail ainsi que celle de ma collègue madame Laurie Wagnon qui est, chargée de mission transformation numérique au collectif SI. Donc voilà, n'hésitez pas, on serait ravis en tout cas de répondre à vos questions. Vous avez enfin, des questions, peut-être sur le webinaire? Non, toujours pas? Bah, dans ce cas, Non. je vous remercie en tout cas de votre présence, aujourd'hui et heu et je vous souhaite, du coup une belle journée. Alors je vois que, quelques participants sont en train d'écrire dans le chat. Écrit, c'est écrit, mais peut-être pas sur cette réunion-là. Ah, bon, Voilà. bah, dans ce cas dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée et puis, bah, au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains webinaires. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci messieurs, dames, et Merci. bravo, c'était très clair et je trouve ça super cette initiative que vous avez lancée pour Merci. éclairer Merci. les décideurs médico-sociaux. C'est vraiment Merci, top. Monsieur Jeannot. Monsieur Janin, pardon. Merci Merci beaucoup. messieurs, dames. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.